Bonjour à tous, bienvenue à notre atelier CRM. Donc on a 5 minutes de retard, donc on devrait normalement terminer vers 11h20, parce que je pense que vous avez d'autres ateliers. Donc aujourd'hui on va traiter de retour d'expérience, de conseils, de phase d'un projet CRM et de réussite, parce que c'est aussi ça auquel on va parler aujourd'hui. Avant que j'oublie, vous avez des QR codes un petit peu de partout, vous avez également des questionnaires papier. Si vous avez la possibilité en fin de session de les scanner, l'idée c'est qu'on récolte aussi un petit peu des avis sur l'atelier parce qu'on n'améliore que ce que l'on mesure. C'est pareil pour le CRM, il faut de la donnée pour mesurer ce qu'on peut avoir. Donc si vous avez la possibilité de le faire pendant l'atelier, de noter avec le scan, ça serait super. Donc aujourd'hui on va parler d'outils, mais pas que. Il y a effectivement l'outil CRM, mais il y a aussi tout le côté humain, l'aspect humain. C'est effectivement comme un peu un régime alimentaire où 30% on va dire qui est consacré au sport et puis 70% à la discipline. Là effectivement c'est un peu le même cas. On va voir que la partie organisation, côté humain est très important. Hop. Alors au sommaire, donc on va peut-être commencer par un tour de table puisque je ne suis pas toute seule. Et puis on va dérouler parce qu'on identifie 3 phases dans un projet CRM. En amont, la préparation, le pendant et puis le après. Parce qu'un CRM c'est comme une maison, il faut le faire évoluer, il faut le maintenir. Donc on va parler de cette partie-là également. Et puis il y aura une session de questions-réponses. Vous pourrez nous poser vos questions et puis on essaiera d'y répondre. Hop. Donc messieurs, je vous laisse vous présenter. Bruno peut-être. Bonjour, Bruno Matti. Je travaille au sein du groupe Dimotrans. Alors Dimotrans, ça n'a rien à voir avec Dimo Software, parce qu'on était là avant. Dimotrans, c'est un groupe de transport et de logistique dont le siège est basé à Pusignan, à côté de l'aéroport, et qui opère dans le domaine du transport, de la logistique, dans transport overseas, transport route, et logistique évidemment avec du B2B, du B2C. Donc aujourd'hui c'est un groupe qui fait à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est un peu plus de 2500 sur le territoire, et en Chine, puisque pour qui dit transport dit aussi quelques plans d'implantation en Asie. C'est un peu important. Voilà. Donc moi je viens témoigner aujourd'hui en tant qu'architecte et dans l'organisation DSI du groupe sur la façon dont on a mené le projet Yellowbox au sein du groupe Dimotrans. Jérôme, je vous laisse vous présenter également. Bonjour à tous, je suis Jérôme Dupasquier. Donc moi je suis responsable du système d'information d'une petite PME lyonnaise de 75 personnes, la société SLAT. On est fabricant de matériel électrique, tout ce qui tourne autour de la sécurité incendie. Et j'ai moi participé à la mise en place de Yellowbox il y a à peu près 2 ans au sein de l'équipe SLAT. Voilà, juste précision, Yellowbox qui est l'outil de CRM de Dimo Software. Pierre-Jérôme, mon acolyte. Yes. Alors moi je suis Pierre-Jérôme Lubac, donc je suis le responsable du pôle client service pour Yellowbox CRM. Donc c'est entre autres à moi que revient la tâche d'encadrer les projets de déploiement de nos clients et aussi de s'assurer qu'ils seront bien maintenus dans le temps par la suite. Et Pauline Noël, donc je suis ingénieure commerciale chez Dimo Software depuis maintenant 9 ans. Voilà. Alors pour lancer un petit peu ce sujet du CRM, on avait envie de vous montrer une vidéo. C'est une vidéo qui est un peu humoristique, qui vulgarise ce qui peut se passer dans une structure qui n'est pas équipée de CRM. Donc on a en bonus des acteurs de Dimo avec des talents cachés. Donc on vous la laisse visualiser. J'ai envoyé un email avec Excel dedans. C'est bien que tu travailles un peu pour le rendre visuel, commercial, bien joli, avec des graphiques. D'accord ? Il me faut pour 16 heures.
Alors pour ceux qui connaissent Jean-Paul, vous savez. Donc voilà, c'est une petite caricature voilà, d'une structure qui utilise des fichiers du Excel et du papier également. Et pour compléter un petit peu cette vidéo, on avait aussi envie de vous raconter une histoire. Une histoire de Émilie qui est directrice commerciale. Elle a une équipe de commerciaux à sa charge. Donc elle a une vingtaine de commerciaux itinérants, sédentaires. Et elle est directrice commerciale d'une entreprise industrielle qui s'appelle Frigolu et qui a une dimension nationale et un peu internationale. Et l'objectif de cette entreprise, c'est développer ce pendant international. Donc Émilie, elle a un objectif de 2 ans pour développer cette partie-là. Et puis, comme tous les lundis de début de mois, il faut qu'elle prépare sa réunion mensuelle. Et c'est pas une mince affaire parce que elle a un CRM aujourd'hui, mais il n'est pas du tout mis à jour. Et quand elle demande à Thierry, justement, ça donne des fichiers Excel avec du papier. Et c'est pas forcément bien rempli, il n'y a pas de centralisation de l'information. Donc c'est un petit peu compliqué de faire son pilotage de plan d'action. Donc ce qui se passe, c'est qu'Émilie, elle en a marre, elle a besoin d'avoir sa vision. Donc elle va voir sa direction et sa direction lui dit, ok, on va acter pour un changement de CRM. Donc, elle est élue chef de projet, mais Émilie, elle est directrice commerciale, elle n'est pas chef de projet. Donc, elle est un petit peu dépourvue face à tout ça. Et elle a besoin de conseils pour l'aider. Donc, je vais demander à Bruno et Jérôme, pour cette phase amont, réflexion de CRM, d'aider Émilie dans cette recherche, dans cette constitution d'un projet CRM, comment mener la réflexion comme il faut, et quelles vont être les démarches à réaliser, qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce que vous pouvez faire le parallèle avec vos structures? Oui. Ce qu'elle doit faire, je ne sais pas si c'est elle doit, en tout cas ce qu'on peut lui proposer ou suggérer de faire, c'est de faire l'inventaire de ce qui ne va pas et d'être clair sur l'objectif qui est obtenu. Parce que moi, j'avais pas vu la vidéo. Et effectivement, quand on exprime un besoin mais qu'on ne sait pas le résultat qu'on veut obtenir, c'est difficile, c'est rarement le cas qu'on atteigne l'objectif, puisque l'objectif n'est pas défini. Donc il faut effectivement être clair sur le besoin. On cherche quoi? Une CRM, finalement, c'est pas très compliqué. Enfin, faut enregistrer des informations, gérer des opportunités, gérer des rendez-vous, gérer des contacts. Sur le fond, c'est pas compliqué, mais c'est ce qu'on veut en faire et quelle est la finalité de la chose. Donc, comment on analyse ça? Et c'est créer un besoin. C'est-à-dire qu'il faut, dans ces cas-là, travailler avec les gens qui vont l'utiliser. Évidemment, les équipes commerciales, évidemment les équipes de direction de vente, mais aussi la direction pour savoir ce qu'elle veut comme résultat. Parce que dans tout projet, quel qu'il soit, si on ne sait pas définir ce qu'on veut obtenir comme données à l'arrivée, on aura du mal à capter les informations qu'il faut saisir au départ. Et a priori, on peut tout enregistrer, mais il faut que ce soit utile et performant en termes de restitution. Donc ça, c'est effectivement la première des démarches qu'on peut lui conseiller, c'est de faire l'inventaire du besoin, de savoir s'il y a une solution qui est déjà en place, qu'est-ce qui ne va pas dans cette solution, ou s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme solution, qui vont être les utilisateurs et quel est le meilleur moyen de procéder. C'est de réfléchir tous ensemble. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut déjà imaginer au départ. Et je crois que Bruno, vous étiez dans le même cas d'Émilie, vous aviez un CRM. Alors nous, on ne partait pas d'une feuille blanche, on partait d'un CRM que je peux nommer, je pense qu'il est concurrent, mais tant pis, c'est pas grave. Souvent, on a changé pour vous, donc c'est une bonne idée. On partait d'une solution que c'était la solution Ines CRM, qui sur le fond fonctionnait. On n'avait pas de révolution utilisateur, on avait juste des utilisateurs qui l'utilisaient pas trop. Voilà. Donc du coup, on avait fait des investissements de mise en place qui n'étaient pas terribles. Et puis surtout, une CRM, sa vocation principale, c'est de communiquer avec le reste, je pense. Et que si vous ne communiquez pas ou si vous communiquez mal, du coup, les communications ne se mettent pas en place. Les tableaux de bord que demande Jean-Paul, on ne les a pas, ou alors il faut ramer pendant 3 jours pour les avoir. Il faut capter l'information. Nous, voilà, on n'avait pas de révolution utilisateur, on avait surtout en fait une demande, pour une fois, du service informatique qui disait ça va pas, pour mettre à jour les données, il nous faut 3 jours, puis on n'est pas à jour, puis on n'a pas les bonnes informations au bon moment, puis quand je veux mon tableau de bord, j'ai jamais les bonnes extractions, etc., etc. Donc effectivement, on était dans ce schéma-là. Donc une structure qui existait, on avait déjà identifié des utilisateurs, des collaborateurs cibles.
mais on n'avait pas vraiment fédéré tout le monde autour de la solution. Voilà. Quand vous parlez de collaborateurs cibles, quels étaient les services impliqués chez Dimotrans ? Alors chez nous, c'était évidemment les services commerciaux, les directions d'agence, puisque dans le panel des 2500 collaborateurs, on a aussi des entités qui sont toutes petites. On a des agences à 2 ou 3 personnes, des agences évidemment à 100 personnes. Donc à 2 ou 3 personnes, le premier commercial, c'est le directeur d'agence, donc il faut le convaincre aussi. Le commercial, quand ça existe, le directeur des ventes, puisque lui, il a des besoins de fédération d'information. Et puis la direction générale, parce que eux, à la business review mensuelle, ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin d'indicateurs et de KPI, donc il faut les impliquer dès le départ aussi. Voilà. Ok. Et vous, Jérôme, chez SLAT, donc pareil, c'était un changement de CRM, il me semble. Un petit peu plus que ça, parce que nous, on utilisait notre ERP comme outil de CRM. Et en fait, la démarche était la même. Hein. On a collecté en fait tous les besoins utilisateurs, on a identifié un petit peu à partir de ces besoins les problèmes, les manques qu'on avait dans notre système. Donc on utilisait l'outil ERP pour faire de la CRM et on avait toutes les contraintes d'un ERP qui se veut très cadré et un manque d'agilité de l'outil. Donc nous, on n'avait pas vraiment un vrai logiciel de CRM. Et puis après, il y avait tous les différents départements qui avaient des difficultés à communiquer entre eux. On avait donc une équipe commerciale, enfin on a toujours, une équipe commerciale sédentaire, une équipe commerciale de terrain. Et il est vrai que l'équipe commerciale sédentaire était toujours en utilisation de la CRM, mais pas l'équipe de terrain. Donc les gens réclamaient des vues complètes autour du client, avoir des informations obtenir des informations au moment où ils en avaient besoin. D'accord. Et puis tout ce qui est direction, retour, reporting, remontée d'activité commerciale et du marketing, et plus. Ok. Et comment vous y êtes pris pour, voilà, vous avez ces besoins, vous aviez des douleurs et vous aviez des besoins. Comment vous les avez retranscrits? Est-ce que vous avez fait appel à une entreprise externe? Est-ce que vous avez établi un cahier des charges? Comment vous y êtes pris dans la démarche? Alors, dans la démarche, on a immédiatement monté une équipe projet. Donc, quand la direction a reconnu qu'il y avait une action à faire, donc on a monté une équipe projet dont le responsable n'était pas une personne du service informatique, mais une personne du service commercial. Et cette équipe projet, elle a été collectée, tous les manques, tous les besoins. On n'a pas commencé, alors j'avance peut-être un peu plus vite, mais on n'a pas commencé directement par la rédaction d'un cahier des charges, mais plutôt par la rédaction des fonctions qui nous manquent, des besoins qu'on a, sans aller un petit peu la lettre au Père Noël, si on peut dire. Ok. Puisqu'on parle de cahier des charges, Pierre-Jérôme, côté intégration, qu'est-ce qu'on peut attendre justement d'un client à cette phase-là? Quel conseil donnerais-tu? Jérôme parlait, même Bruno parlait d'équipe projet. Qu'est-ce que tu attends à ce niveau-là? Oui, alors pour le coup, moi qui suis plutôt au côté intégrateur, forcément, effectivement, ils en ont parlé tous les deux, l'équipe projet. C'est, je pense, la première chose à avoir bien constituée lorsqu'on se lance dans un projet de CRM, enfin dans un projet informatique quel qu'il soit, dans le sens où on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va aller et encore à ce stade-là, ce que va être l'outil, ce qu'il va contenir. Mais par contre, il faut être sûr qu'on a mis les bonnes personnes aux bons endroits dans l'équipe et que toutes les fonctions sont couvertes, sans quoi on risque après d'avoir des manques, on va dire, pendant le projet. Et on prend de gros risques ensuite pour la suite. Donc, à ce stade-là, vraiment avant le projet, je pense que la première étape, et c'est ce qu'on a entendu, c'est vraiment de créer une équipe autour de celui-ci. Et je crois qu'on peut parler de rôle. Oui, on va alors distinguer certains rôles très très importants, donc on vous a remis ici. En général, on va avoir un sponsor qui est celui qui va avoir commandité, demandé le projet, qui est à l'origine vraiment de la découverte du besoin, qui va être très très important pendant toute la durée du projet, pour le choix de la solution, pour le déploiement et même après. On va avoir un chef de projet ou une chef de projet bien sûr, qui va ensuite s'occuper de faire en sorte que tout avance bien. Et dans l'équipe, il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle très important des référents métiers
et techniques, parfois un peu trop sous-estimées, notamment dans la charge de travail que ça va leur occasionner. Pendant un projet, ces personnes-là sont primordiales. Elles vont donner leurs besoins, elles vont s'exprimer, elles vont faire des retours sur ce qu'on leur propose. Et c'est important que ce soit pris en compte et que l'association avec l'équipe projet soit faite vraiment, et pas simplement qu'on les sollicite de temps en temps et que le reste du temps on les prenne pas en compte. Alors toujours dans cette phase amont, donc on a constitué notre équipe projet avec un chef projet, des référents métiers, un sponsor, des référents techniques. Maintenant vient la lourde tâche du cahier des charges. Et quel niveau tu attends toi comme intégrateur à avoir sur ce rendu? Alors un cahier des charges parfait avec toutes les informations qu'il faut et rien qui change d'un bout à l'autre. Enfin, ça arrive jamais, hein. Donc nous, en fait, on va se contenter de ce qu'on a en général. Par contre, ce qu'on attend surtout, en fait, c'est de la transparence côté client. On va faire un projet ensemble, on va être partenaire. C'est important qu'on puisse communiquer et qu'on sache ce que vous attendez, qu'on soit capable de le comprendre. Donc beaucoup de transparence et aussi de comment ça s'appelle ? Je perds mes mots. Pardon. Donc c'est surtout ça, la transparence en fait. Vous allez, on va faire le projet ensemble ou pas, mais dans tous les cas, vous avez des attentes. Il faut qu'on puisse les comprendre. Faut que, même si elles sont pas très claires pour vous, faut qu'on le sache aussi, pour qu'on puisse vous aider à les coucher sur papier, peut-être, et à les réaliser ensuite. Donc c'est vraiment une phase avant projet où on va échanger pour essayer de comprendre si, déjà en tant qu'intégrateur ou éditeur, la solution qu'on vous propose ou les solutions qu'on vous propose sont adaptées ou non. Et du coup qu'on s'évite de perdre du temps si on se rend compte que c'est pas le cas. Merci messieurs. Donc Émilie, elle a avancé dans son processus. Elle a défini pourquoi elle souhaite mettre un CRM dans son entreprise Frigolu. Parce qu'il y a une dimension internationale, comme on l'a vu. Elle a vu qui impliquer. Donc pour le moment, il y a le service commercial, qui a un besoin fort. Et puis elle s'est rendue compte qu'aussi le service technique. Voilà, les techniciens je ne l'ai pas précisé, mais Frigolu met en place des machines-outils. Donc les techniciens, ils ont aussi besoin d'avoir un accès au CRM. Elle a défini le comment, donc elle a réalisé un cahier des charges, et le quand. La notion de timing, c'est quelque chose qui est important dans la vie de tous les jours, mais aussi dans un projet CRM. C'est important de définir quand est-ce que le projet va commencer et quand est-ce qu'il va aboutir pour éviter de démotiver justement ces utilisateurs clés. Je me tourne vers vous puisque Émilie, elle est dans sa phase de shortlist. Elle a fait son cahier des charges, donc ça y est, il faut qu'elle lance les hostilités et lance la shortlist de CRM. Bruno, Jérôme, vous, quels critères de choix étaient importants pour le choix du CRM? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? On a fait le choix de laisser la main aux utilisateurs. Alors on était très vigilants côté technique pour éviter qu'ils nous inventent des usines à gaz ou des solutions qui étaient non compatibles avec nos environnements, mais on a laissé volontairement la main aux utilisateurs pour le choix et surtout pour la suite des opérations. C'est-à-dire qu'un outil de CRM, PJ a dit effectivement le cahier des charges, on est tous en capacité, il n'y a aucune personne ici qui n'a de doute sur la capacité que le cahier des charges initial sera scrupuleusement celui qu'on mettra en œuvre à la virgule près. Ça n'existe pas. Hein. Enfin, je ne sais pas vos expériences, mais ça n'existe pas. Le projet évolue au fur et à mesure du temps. Et donc forcément, pour nous, le besoin, il était d'être sûr que l'outil qu'on allait mettre en œuvre, qu'on allait mettre en place, qu'on allait choisir, serait à la portée d'un utilisateur, pas uniquement sur l'utilisation, parce que bien évidemment, il faut que ça corresponde, mais sur sa capacité à bouger et à être adapté, à être adaptatif à l'environnement. Donc ça, c'était important pour nous d'avoir cette capacité de le faire. Et pour ça, on a été très clair avec les différents challengers qu'on avait positionnés. On leur a dit, montrez-nous que c'est possible, mais avant qu'on fasse le choix. Donc on a fait une phase de POC, Proof of Concept, c'est connu assez dans les projets, mais chacun des éditeurs a relevé le défi. C'est-à-dire que, il ne s'agissait pas de faire la maquette finale, mais sur certaines fonctions clés, d'être capable de montrer qu'effectivement, un utilisateur non informaticien, commercial, les commerciaux, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il y en a quelques-uns, il y en a un au fond, 2, 3. Ouais. C'est des populations assez exigeantes, parce qu'il faut que le truc il fasse tout seul, avec le minimum d'informations à saisir.
Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il fallait être vigilant. Et donc, on a donné les mains à un utilisateur en lui disant, est-ce que tu es capable de prendre la main le produit? Est-ce que tu es capable de l'utiliser? Est-ce que tu es capable de le personnaliser? Alors, on ne sait pas, les partenaires ou les gens qu'on avait pressentis pour la solution nous ont pas dit on va faire ça pendant 15 jours. Hein. C'était un POC pendant 2-3 jours où effectivement on vous montre comment c'est possible et les utilisateurs ont été en capacité de personnaliser les écrans. Personnaliser des écrans, il ne s'agit pas de mettre en place des schémas de flux complexes, hein, mais déjà personnaliser un écran, c'est important. Et ça, on a, nous, insisté auprès des éditeurs compétiteurs pour que ce soit capable d'être fait. Après, l'histoire de Dimo Trans avec Dimo Software est un petit peu longue parce qu'on se connaît depuis quelques années sur d'autres projets. Donc on savait aussi, et c'était important pour nous, d'avoir un éditeur qui soit capable de maîtriser la solution qu'il vendait et pas que ce soit juste un intégrateur qui dise « c'est pas moi, c'est l'autre ». Là, ils sont éditeurs, utilisateurs de la solution et si ça ne va pas, ils sont aussi concernés par le fait que ça ne fonctionne pas puisque c'est eux-mêmes qui développent le produit. Donc ça, c'était aussi important et des critères pour nous déterminants. C'est intéressant, Bruno, quand vous parliez d'utilisateurs, que ce sont les utilisateurs effectivement qui prennent part au choix de la solution. C'est important effectivement de les impliquer. Jérôme, est-ce que vous avez fait à peu près la même démarche avec un POC? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Si je remonte un tout petit peu avant, on n'a pas rédigé immédiatement de cahier des charges. On a plutôt fait une liste des fonctions qu'on voulait voir. Et on a proposé aux éditeurs de nous présenter leur outil. Et là aussi, ce sont vraiment, comme dit Motrans, les utilisateurs, en fonction de l'usage de l'outil, des fonctionnalités dedans, mais sur une démo, hein, sans cahier des charges, qu'on choisit leur outil. Enfin qu'on choisit une shortlist, on va dire, des outils. Et après, moi, j'ai rédigé un cahier des charges, mais le cahier des charges beaucoup plus technique. C'est comment je voulais intégrer l'outil dans le reste du système d'information. Dans quel sens on allait faire les mises à jour, quels étaient les échanges de données entre tous les outils. Donc on a une première phase que utilisateur, une première consultation dessus avec le POC aussi, d'usage, hein, vraiment d'usage de l'outil. Et puis une deuxième phase beaucoup plus technique, on va dire, sur l'intégration au sein de notre écosystème informatique. Voilà. Donc c'est relativement proche quand même. D'accord, ok. Bon Émilie, elle prend part de vos conseils pour pour sa shortlist. Ça y est, c'est fait. Elle a choisi une solution parce que les utilisateurs se sont projetés. Parce qu'ils ont fait l'intégrateur a fait un POC et niveau couverture fonctionnelle, on répondait parfaitement aux besoins. Donc c'est bon, la solution est sélectionnée. Maintenant vient la deuxième phase, qui est la phase pendant le projet. Donc là, on est au tout début. Émilie, elle est directrice commerciale, elle n'est pas chef de projet. Donc, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, Pierre-Jérôme, est-ce que tu peux l'aiguiller sur qu'est-ce qu'elle va faire, par quelles étapes Émilie va passer? Eh bien, tout à fait, je peux le faire. Dans un projet informatique, dans tout projet informatique, évidemment, on va avoir des étapes. Celles-ci, elles ne dépendent pas forcément de la méthode projet qu'on va employer au final, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais simplement, en quelques points, voilà comment le projet d'Émilie va sûrement se dérouler. On va avoir une phase de cadrage au départ qu'on a commencé à évoquer déjà. Finalement, on est déjà dans cette phase-là lorsque on est en train d'échanger avec un intégrateur ou un éditeur sur ce qu'on veut mettre dans le CRM et pourquoi on le fait. C'est déjà la phase de cadrage. Et une fois la solution sélectionnée, on va lancer le projet. Celui-ci lancé, l'équipe est sélectionnée, tout est au vert. On va faire des analyses, des ateliers, on va interviewer les utilisateurs pour les aider à se projeter encore mieux dans la solution et sur les personnalisations qu'ils veulent y voir. Parfois les utilisateurs et parfois aussi les experts techniques, on peut avoir des interactions à faire avec le reste du SI. Forcément, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Et lorsque cela est fait, on a rédigé un document qui nous sert de document de référence pour la suite du projet, qui nous sert à dire ce qu'on va mettre en place dedans. Et on passe sur la partie développement, paramétrage, ça va dépendre de l'outil que vous avez, des tests qui vont être faits par l'éditeur ou l'intégrateur. Et ça va être, on va dire, la phase peut-être la plus longue du projet en général, mais c'est aussi celle pendant laquelle il va
pas forcément se passer grand-chose côté, on va dire, client. La partie la plus importante souvent pour les clients et qui est parfois un peu en retrait, c'est celle qui vient juste après. C'est la partie recette. Et c'est la partie, en fait, où vous allez tester l'outil, vous allez vous assurer que ce qui a été dit et vu avec l'éditeur intégrateur a bien été compris, que les fonctionnalités ont été implémentées, que la couverture fonctionnelle est là, et que les utilisateurs peuvent se projeter dans la solution. Cette phase-là, elle est primordiale en fait pour la réussite du projet, parce que tant qu'on est là, on peut encore faire des retours et retoucher l'outil. Par contre, si on fait rien à ce moment-là et qu'on teste pas, bah, l'outil part en production tel qu'il a été paramétré au premier jet. Et parfois, c'est pas forcément tel qu'il aurait dû finir. Et puis, bah, une fois qu'on a validé que tout est bon, les utilisateurs sont contents, ils ont été formés, les données ont été reprises dans l'outil. On peut passer à la mise en production et puis bah, ensuite on passe sur le projet se termine et puis on passe sur un mode plus run en utilisation avec une bonne durée de vie, on espère. Merci. En général, effectivement, on ne l'a pas précisé, mais des projets CRM, ça peut être court comme très long. En général, ce qu'on constate en durée moyenne de projet, c'est 3 à 6 mois. Tout dépend en fait du périmètre qui va être mis en œuvre. Voilà. Hop, du coup, on a vu le côté intégration, donc il y a plusieurs étapes clés dans un projet CRM, que ce soit l'analyse, le développement, la recette, la mise en production. Côté Dimotrans et côté SLAT, Dimo organise ses propres réunions, mais vous, si je tombe pas, vous côté client, comment vous avez anticipé, comment vous avez organisé le projet en interne, que ce soit en termes de ressources, en termes de réunions, comment vous êtes organisé? On a travaillé sur des petits pôles de fonctionnalités en fait, principalement en les réunions entre projets, des pôles de fonctionnalités où comme on partait pas d'une feuille blanche qu'on avait déjà vécu avec un autre outil, on a resimulé ces scénarios-là pour vérifier s'ils étaient toujours valables, optimum, fluides, s'ils fonctionnaient donc par petits groupes en gardant une mini-structure d'équipe de projet à l'intérieur de chacun des thèmes qui étaient abordés et travailler de façon plus ou moins agile par rapport à ça, puisqu'on savait manipuler le produit, donc on pouvait le faire évoluer en coordination bien sûr avec l'équipe d'Imo Software, mais c'était vraiment important pour nous de pouvoir avancer par petites étapes, méthode peut-être agile, appelons-la comme on veut, là-dessus on peut utiliser tous les termes, par petits sprints pour vérifier que ça fonctionne. Et puis après on faisait des comités de projet réguliers avec l'équipe d'Imo Software pour vérifier qu'on était toujours à date. Des lotissements, première étape, deuxième étape, troisième étape, sachant qu'il y a une étape qui est importante dans tout le dispositif et qu'on avait peut-être un peu sous-estimé au départ, en tout cas d'un point de vue IT, pas forcément d'un point de vue besoin métier, mais c'était la reprise des données. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important dans tout le système, qui est pas simple, parce que personne n'aime perdre de données, mais la population qu'on adresse avec une CRM, encore moins, parce que j'avais tout saisi, je vais quand même pas tout me refader, ça recommence, votre truc ça marche pas, pourquoi on change? Enfin, je vous la fais courte, mais donc c'est important de bien penser dès le départ, si on peut donner un conseil à Émilie, c'est aussi dans la période de projet, alors de bien penser à cette reprise de données, parce que le jour où on tourne le bouton, si le rendez-vous qu'on avait saisi la veille, il est plus dans la CRM du lendemain, ça y est, c'est foutu, ça marche pas, moi ton truc je l'utiliserai pas. Donc ça c'est vraiment très important, et ça c'est une phase qu'on a gérée pendant le projet aussi. Donc petit sprint, petite équipe, et puis on valide pas à pas. Voilà. Est-ce que Jérôme, vous avez procédé à la même façon de faire chez SLAT? Alors nous, on a créé 2 équipes. L'équipe projet elle-même, c'est assez classique, avec tous les différents acteurs. On a quand même fait l'effort de vraiment libérer du temps pour les personnes, pour qu'elles puissent passer du temps sur le projet. Oui, c'est important. Oui, qu'elles aient un petit peu de bande passante pour pouvoir adresser le projet. Une équipe de validation de toutes les étapes. Et comme on n'avait pas d'outil véritablement avant, c'était une mise en place d'un outil, donc il fallait vérifier les fonctionnalités. Le plus gros du travail pour nous, c'était vraiment l'intégration au sein de l'écosystème, c'est-à-dire de vraiment décider. On est parti du principe qu'on saisissait une donnée une seule fois,
et qu'elle allait au bon endroit et qu'elle allait se répartir là où elle était nécessaire dans tous les outils. J'ai eu une grosse surprise lors de la mise en œuvre, puisque pareil, on a chargé les données, on a manipulé les données assez facilement d'ailleurs avec l'outil, sauf le jour du démarrage où j'ai voulu effacer toutes les données pour recharger comme il faut. Et là, j'ai vu que j'avais effacé tout l'agenda du directeur commercial, parce que c'était bien connecté, Outlook. Heureusement, on a des sauvegardes. Mais à part la surprise Outlook, qui était vraiment connecté bidirectionnel, ça s'est plutôt bien passé sur le chargement des données. Que dire d'autre? À l'époque, on a mis ça, c'était juste à la sortie du Covid. Donc, on était en plein sur l'outil Teams de Microsoft. Donc, c'était le premier projet où on a vraiment utilisé cet outil. On a créé l'équipe de projet, on a créé les différentes parties privées. D'ailleurs, vous étiez invité même à participer dans notre outil Teams. Voilà. Ok, belle organisation. Justement, donc Bruno et Jérôme parlaient de reprise de données. Côté intégration, qu'est-ce que tu attends niveau exigence pour le client, justement, quand on lance un projet CRM? Alors, je parlais de transparence tout à l'heure, donc je vais le redire parce que pour moi c'est hyper important. En fait, mais vous l'avez mentionné aussi tous les deux dans la constitution de l'équipe projet, c'est la charge de travail et le temps que vous allez pouvoir allouer et les ressources qui peuvent être allouées au projet. Ça, c'est très très important. Et du coup, la transparence justement dans le temps que vous allez pouvoir allouer au projet et vraiment le respect des exigences et de ce qu'on va convenir ensemble. C'est-à-dire que comme le projet c'est une affaire entre partenaires, c'est une équipe projet dans laquelle on va avoir des éléments d'une société et d'une autre qui vont travailler ensemble. C'est très important que ce soit transparent entre ces deux parties de l'équipe sur ce qui va se passer, parce que des retards ça peut toujours arriver. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse les anticiper, les prévoir et recaler si nécessaire. Donc je parle de retard, mais ça peut être plein de choses. Globalement, pendant le projet, et ce qui a fait que ça a bien fonctionné aussi dans ces projets, c'était justement des points réguliers et de la transparence dans le fonctionnement, le déroulement, pour qu'on sache où on va. Parce que les phases comme la reprise de données, par exemple, sans une communication très importante sur les attendus et au pas à pas sur ce qui se passe, on ne pourra pas faire une reprise en mode Big Bang qui va se passer du 30 juin par exemple au 1er juillet. Ce sera très compliqué. Il faut qu'il y ait une communication permanente et une transparence du coup des deux côtés sur les capacités de chacun, que ce soit en charge et puis juste en capacité technique également. Et respect des engagements de planning aussi. Oui, la transparence, le respect sur les engagements de planning, les impondérables, ça arrive, on en a tous, hélas, ça peut se produire. L'important, c'est justement de pouvoir être transparent sur si quelque chose se passe et qu'on doit décaler, il faut qu'on puisse l'anticiper, donc au maximum le voir à l'avance, ça va être surtout ça. Après, ça peut arriver qu'on soit coincé, c'est normal, mais la transparence et la communication vont être hyper importantes pendant cette phase. Bon, ça y est, Émilie, elle arrive à la fin de son projet. Elle a pris en compte les conseils de ces messieurs, donc notamment en termes de reprise de données. Elle a fait attention, effectivement, elle a anticipé à ce que le fichier soit bien propre. Et en termes on va dire, d'interface, elle a anticipé aussi ça. C'est un projet qui a duré à peu près 3-4 mois sur une population commerciale. Et vient la dernière phase, la dernière phase est finie puisqu'on est en mise en production. Hop, j'avais pas changé la slide. On arrive effectivement à la mise en production. Les utilisateurs, sont contents, l'utilisent depuis quelques temps. Et puis, on avait identifié, un besoin pour les techniciens. Et Émilie, elle souhaiterait mettre en place cette nouvelle fonctionnalité. Voilà. Et il y a plusieurs, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de faire évoluer son outil. Donc soit on fait un mini projet dans un projet, donc on reprend de la prestation pour compléter le pilote, soit donc certains intégrateurs le proposent, on fait de la tierce maintenance applicative, donc on va se substituer à l'administrateur parce que Émilie, elle est directrice commerciale, elle est aussi chef de projet, mais bon, elle doit aussi manager son équipe, donc elle n'a pas forcément le temps de tout faire.
Donc on a cette fameuse tierce maintenance applicative, et puis il y a un troisième pan, et Jérôme pourra en parler, c'est effectivement, on a les ressources internes, mais on peut faire évoluer notre outil nous-mêmes puisqu'on est autonome sur ça. Donc justement, la question peut-être, Jérôme, comment vous faites évoluer l'outil au sein de SLAT ? C'est un petit peu ce que vous disiez. On utilise la TMA, on a un contrat de TMA, je pourrais le qualifier d'un petit peu minimaliste. On se sert de la TMA pour passer tous les points durs qu'on rencontre. On vous demande des actions ponctuelles, mais on développe nous-mêmes l'outil. On rajoute les nouvelles fonctions, les interconnexions avec le reste de l'écosystème, et j'essaye autant que possible d'obliger les utilisateurs à travailler en mini-projet. Quand on veut rajouter une fonction, on décide de ce qu'on veut rajouter en interne. On démarre le travail d'ajout. Alors moi, je fais beaucoup de retouches. C'est pas vraiment du développement, c'est de l'adaptation. Enfin, il y a un petit peu de développement quand même. On fait un peu de SQL, donc il y a un petit peu de développement. Je retouche l'outil où j'ai même des fois des utilisateurs qui sont capables de redimensionner des écrans, de rendre des champs, d'ajouter des champs. Pour la fonction qui est à ajouter, ça touche le marketing, ça touche le service, on rajoute des fonctions de service, c'est une collecte d'informations complémentaires. Et puis, quand cette fonction est faite, on termine ce mini-projet. Sinon, on le réceptionne, on le termine réellement et on laisse les choses se stabiliser avant d'attaquer sur le mini-projet suivant. Et vous, Bruno, comment vous faites évoluer l'outil au sein de Dimotrans ? Alors nous, c'est pareil, on a une TMA minimaliste, pareil. Ça ne veut pas dire qu'il travaille minimalement, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas pris beaucoup de journées, c'est juste ça. Et on travaille par opportunité d'évolution de projet. Donc déjà, on s'est assuré que les grands chantiers étaient bien résolus. On a aujourd'hui effectivement mesuré une performance un peu meilleure sur l'outil, notamment sur le partage des informations. Parce qu'on parlait de transport et de logistique, mais il y a des métiers tellement différents là-dedans, qu'il y a des utilisateurs tellement différents. Donc l'un des enjeux importants, c'était le partage d'informations. Donc on a fait quelques petites évolutions pour améliorer le partage d'informations et la connaissance des informations. Donc ça, on s'est débrouillé tout seul, parce que c'est des informations juste qu'on ajoute. Donc effectivement, l'utilisateur qu'on avait référencé au départ comme étant le lead là-dessus a pris ce pas-là. On a pris une petite maintenance, une tierce maintenance, peu de journées par an. Je crois qu'on a 8 ou 10 jours par an, donc c'est pas énorme. Et ils on les sollicite quand on a des besoins, des questions de fond, mais effectivement, on a changé en plus de référent métier entre le début du projet et la fin du projet. Ça s'est passé en 2 coups de cuillère à peau, hein. C'était vraiment très vite fait, très facile à faire. Et puis on a travaillé avec les équipes de développement de l'équipe Yellowbox quand on a fait des évolutions. On a notamment intégré toute une fonction de gestion de la partie marketing pour tout le référencement des opportunités d'affaires en amont de la phase purement prospective et commerciale. Voilà, donc on est sur un schéma de TMA principalement, qu'on consomme bon an mal an, mais il y a pas, voilà, c'est pas énorme en termes de suivi, parce que c'est vraiment un outil qui se manipule très facilement et surtout sans l'aide de l'informatique, ça, ce qui est important pour nous. Merci. Et pour conclure, une dernière question, plus pour Pierre-Jérôme. Voilà, comment on peut s'assurer de la bonne direction de l'outil, voilà, une fois que c'est mis en place, comment on peut s'assurer que tout le monde reste motivé, tout le monde adopte l'outil? Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Alors, en matière d'évolution, je dirais que c'est comme la publicité, c'est qu'il n'y en a pas de mauvaise. C'est-à-dire que la seule mauvaise évolution de l'outil, c'est quand il en a pas du tout, en fait. C'est quand le projet, une fois qu'il s'est terminé, on fait plus de collecte auprès des utilisateurs, on n'écoute plus leur remontée, on le fait plus du tout bouger et il va se mettre à stagner et du coup, au fur et à mesure, à perdre de l'intérêt pour ses utilisateurs. Donc, évidemment, il faut essayer de faire des évolutions qui ont du sens et qui sont efficaces, hein. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais par contre, quelle que soit la méthode dont on va les implémenter, c'est important qu'on soit toujours à l'écoute des utilisateurs, de leurs demandes, de leurs besoins, et qu'on puisse continuer à faire évoluer l'outil dans les directions où ça va nous entraîner.
Ça peut venir aussi de la direction, ça peut être des nouvelles demandes du service informatique, ça peut être d'un peu partout que les demandes viennent, mais c'est important qu'on continue de le faire évoluer. Et après, par là, on va avoir plein de petites façons de faire. Chez des clients, j'ai vu des cafés organisés autour de l'outil, une boîte à idées simple qui va être mise en place pour récupérer les demandes, des clubs utilisateurs un petit peu tous les mois, tous les 2 mois, qui vont être organisés pour discuter autour de l'outil des demandes et des évolutions. Un suivi et une redescente aussi des informations qui vont être, des évolutions qui vont être implémentées pour montrer aux utilisateurs que l'outil continue à vivre et du coup pour les motiver à aller dedans parce que on l'a vu, hein, les commerciaux c'est des gens exigeants, je vous l'apprends pas. Et lorsque l'outil, si ils sont exigeants Pauline, et lorsque l'outil satisfait pas aux besoins ou lorsqu'on fait des demandes et qu'elles ne sont pas répondues, je dis pas forcément mise en place mais carrément pas répondues, ça peut arriver, on finit par perdre la motivation de remplir un outil tous les jours qu'on perçoit de plus en plus comme une charge supplémentaire et pas une aide. Donc c'est important que l'outil évolue et la bonne direction c'est l'évolution, j'ai envie de dire. Bon, merci pour tous ces conseils. Voilà, donc Émilie, elle prend part de tout ça. Et voilà, on a essayé de vous montrer que dans ces différentes phases, il y a effectivement tout l'aspect organisationnel qui rentre en compte. Il y a effectivement l'outil, mais il y a tout ce qu'on va mettre derrière, les bonnes personnes aux bons endroits. Je vais y arriver. Il y a tout le timing qu'on peut se donner. Voilà, il y a tout ça qui peut prendre part au projet. Donc je pense qu'on a été plutôt bon sur le timing, on a récupéré le retard. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. On va vous donner le micro. Oui, bonjour, je suis Franck. J'ai 2 questions en fait, une pour SLAT et une pour Dimotrans, pour répartir. SLAT est une société très technique. Aujourd'hui, vous avez un CRM qui est interconnecté avec quels sont les autres outils connectés. Ça, c'est pour SLAT. Et puis, pour Dimotrans, est-ce que vous avez calculé le retour sur investissement de la mise en place de l'outil ? La première réponse, c'était sur quoi est connecté Yellowbox. Voilà. Donc nous, Yellowbox, il est connecté à notre ERP. Nous, on utilise Sage X3 en ERP. On n'est pas connecté directement. J'ai une EAI au milieu, un moteur de workflow. Et en fait, cette connexion, c'est un peu la clé de l'usage de l'outil CRM. Derrière cette connexion, on a mis en place des sécurités, pas vraiment des sécurités, c'est des confirmations de données. Un commercial ou l'équipe commerciale ne peut plus faire évoluer un prospect en client sans toute une phase de validation par le responsable secteur, etc. Donc on a mis sous forme de workflow des fonctions qui étaient facilement faites auparavant, et on a vraiment travaillé sur le fait qu'on saisit une donnée une fois dans un outil. Les clients, si je veux changer une adresse de client, c'est pas dans le RP, c'est pas dans la CRM que ça se passe, c'est dans le RP. Un commercial peut pas changer une adresse d'une société établie par erreur. Donc c'est côté ERP que ça se passe, et c'est tout redescendu côté CRM. C'est quoi le workflow, le moteur de workflow ? Workflowgen. Ça répond à votre question ? Oui, nickel. Ok, moi j'ai pas la question la plus simple, mais c'est difficile de mesurer un retour sur investissement direct. Nous, en fait, on était dans un environnement de différentes activités, différentes business units, qui a priori font le même métier de transport, mais qui ne partageaient pas l'information commerciale, ou qui la partageaient très mal. Donc, ce qu'on a évité, alors je ne sais pas si ça peut être un retour sur investissement, mais ce qu'on a évité, c'est 2 commerciaux du même groupe, de business units différentes qui font la même offre au même client le même jour sans savoir qu'ils étaient en train de travailler sur le même. Donc on va dire que ça, c'est déjà un point positif. Donc le partage d'informations. Et ça, je ne sais pas vous dire on a gagné tant de points, j'en sais rien. On a simplement permis un partage d'informations. Et ce partage d'informations a permis aussi de gérer quelque chose sur lequel le projet avait été axé, je ne l'ai pas suffisamment précisé dans les phases d'avant-projet, mais c'était ce qu'on appelle le cross-selling chez nous. C'est-à-dire la capacité de dire
moi je suis commercial dans l'activité globale transport. Je ne vais pas vous parler de métier de transport, on s'en fout, mais simplement dans une activité de route, camion. Et on me parle d'avion et on me parle de bateau. A priori c'est du transport, mais c'est pas la même façon d'aborder la chose. Donc moi je suis commercial route. On me parle d'un besoin chez un client, chez un prospect d'overseas. Je fais du cross-selling. Je préviens mon copain de la business unit, même de la société qui n'est pas la même. Je suis du même groupe, mais c'est pas la même société juridique. Je préviens, et ça c'est des identifications d'opportunités qu'on avait beaucoup plus, qu'on ne percevait pas avant, qu'on ne mesurait pas surtout avant, et qu'on n'avait pas capacité de juger en termes de retour, parce que ça se faisait si Pierre il discutait bien avec Émilie. Mais si Pierre et Émilie ne pouvaient pas se saquer, ça se passait mal. Là, c'est un outil de référencement qui mesure une activité commerciale, donc je suis obligé de le faire et de mesurer ça. Troisième point, et ça c'est une mesure de gain de temps, les directeurs des ventes dans les différentes activités mettaient en général à peu près entre 2 et 3 journées à faire le tableau des marges pour le suivi trimestriel de primes commerciales. Là aujourd'hui, avec l'outil qui est connecté à tout le reste, au reste de nos systèmes, parce que la CRM elle est connectée à nos outils métiers, nos outils d'entreposage, nos outils de transport, connecté à une BI derrière, et aujourd'hui le directeur commercial il appuie sur un bouton pour avoir les marges commerciales. Donc ça c'est quand même assez important. Alors je fais pas un film, je ne fais pas rêver parce qu'il y a un peu de travail derrière, mais c'est de la mesure de temps. Alors est-ce qu'on considère que ça fait partie du retour sur investissement? Probablement oui, mais vous dire combien, je ne sais pas. Voilà, si ça peut donner au moins 3 indicateurs sur lesquels on avait challengé un peu le projet. Merci. Oui, bonjour Vincent. J'ai été surpris que le projet semble s'arrêter à la mise en production. Je m'attendais à voir de la formation à l'utilisation et je m'attendais à ce que ce soit un élément important et personne ne l'a mentionné. C'est un oubli, parce qu'évidemment ça en fait partie. Oui, alors j'ai parlé des grandes étapes du projet dans le sens de projet informatique. Effectivement, la formation, elle va plutôt faire partie de la phase de mise en production, également de la phase de recette pendant le déploiement du projet. En fait, la formation, pour moi, elle fait aussi partie de l'adoption de l'outil, c'est-à-dire qu'on pourrait parler de ça aussi, ça aurait pu être le sujet d'un atelier entier, l'adoption du CRM. La formation, c'est un des premiers outils pour l'adoption. Évidemment, si vous voulez que les commerciaux remplissent le CRM, il faut qu'ils sachent comment le remplir et comment rendre ça un minimum ludique. Et effectivement, oui, c'est une partie importante qui fait partie de plusieurs phases du projet lui-même. Mais, pardon ? Des étapes clés, oui. Effectivement, la formation, alors on pourrait en parler aussi, mais elle peut être faite soit en direct via l'intégrateur, l'éditeur qui va former les gens chez le client pour vraiment aider les commerciaux à se projeter dans l'outil. Ce qu'on peut faire aussi qui fonctionne pas mal, c'est former une partie des utilisateurs clés. C'est entre autres ce qu'on a fait ici. Former une partie des utilisateurs clés et de l'équipe projet à l'outil pour que ceux-ci puissent être les porte-parole auprès du reste des utilisateurs et vraiment donner un contenu de formation qui soit taillé exactement pour le client. Parce que ceux qui peuvent le mieux parler d'un processus commercial, c'est forcément ceux qui le vivent au quotidien et qui ont aidé à la mise en place de l'outil. Donc c'est eux qui font souvent les meilleurs formateurs. Merci. Juste 15 secondes. Moi, je suis utilisateur de Yellowbox depuis au moins 10 ans. Et effectivement, le produit s'est un petit peu effiloché dans les années. Et récemment, on a mis un véritable coup de boost dans l'utilisation en aidant justement les commerciaux. Donc, alors, sans rentrer trop dans les détails, mais l'intégration automatique de leads dans leur secteur d'activité, géographie, etc. L'appurement des bases, la mise à jour des bases automatiques. On avait 130 000 entreprises, 30 000 qui n'existaient plus. Donc ça, on l'avait en 15 minutes. Et on vient de le coupler à une BI Click, pour ne pas les nommer, enfin c'est chez vous aussi. Et la BI permet de donner, je dirais, des indicateurs plus sexy entre guillemets que ne permet pas forcément de donner Yellow et du coup ça permet de créer un véritable boost. Bon, la mauvaise nouvelle c'est qu'on a pété le nombre de connexions qu'on avait droit, donc on est obligé d'en acheter d'autres. On prend une dernière et après on va clôturer. Merci, bonjour. Vous parliez de formation. Il y a la formation à l'utilisation du CRM, mais il y a surtout la formation à l'anticipation, c'est-à-dire nous, on accompagne des entreprises sur l'aspect commercial et on s'aperçoit que systématiquement, les commerciaux utilisent les CRM pour constater le passé.
Et donc c'est bien, mais ce qui est intéressant dans la démarche commerciale, c'est de construire le résultat. Et donc, est-ce qu'il y a des formalités dans vos CRM qui permettent cette action? C'est-à-dire, c'est comment je construis. Et là, on va retrouver la motivation du commercial, parce que là, effectivement, c'est du flicage quand on analyse le passé. Alors que si le commercial voit un intérêt à construire son secteur et à développer son chiffre d'affaires grâce au CRM, là, on a tout gagné. Alors nous, on a développé une fonctionnalité qu'on appelle la gestion des opportunités, donc on l'a intégré dans Yellowbox. Le commercial, en fait, fait sa démarche prospective ou visite clientèle et perçoit un besoin qui n'est pas forcément un besoin lié à une offre ponctuelle, mais qui est un besoin sur un volume annuel ou un volume trimestriel par rapport à des flux d'import qui proviennent de Chine, des flux logistiques ou autres. Et en fait, ça, on le mesure en capacité de potentiel chiffre d'affaires, potentiel marge, potentiel nombre de dossiers de transport ou de dossiers logistiques. Et ça, on le projette. Alors, c'est un travail qui est fait une fois tous les 2 mois par les business reviews qui sont faites en direction commerciale, où en fait, on se dit, si toutes ces opportunités devaient se transformer demain, est-ce que mon exploitation est capable de les absorber? Alors, je ne sais pas si ça répond en partie à ça, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté, qui n'était pas une fonctionnalité existante dans la précédente CRM et qu'on a rajouté, bien évidemment, en la connectant avec le reste de l'univers. Une CRM toute seule, ça ne sert à rien. Voilà. Et très clairement, effectivement, nous, on l'a connecté aux outils clics en aval. Et en amont, on les a connectés à tout ce qui est outils de facturation, outils de transport, outils de gestion d'entrepôt. Voilà, très très clair. Je vous propose de clore l'atelier. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez possibilité de scanner le QR code pour nous donner une évaluation, merci. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible. Bonne journée à vous.